Donc, au niveau de ce qu'on fait nous ici dans notre service, donc on est un service qui agit sous mandat judiciaire et nous en fait ici on fait des médiations auteurs-victimes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille avec les deux parties. Alors pour expliquer un tout petit peu ce que c'est que la médiation quand même, la médiation c'est quoi? C'est une tentative en tout cas que propose le magistrat pour essayer qu'auteur et victime parviennent à trouver un accord sur ce qui s'est passé et un mode de réparation qui soit satisfaisant pour chacun. Donc le but finalement c'est d'arranger un petit peu le bazar. Il faut savoir que la médiation, elle est toujours proposée, donc c'est pas du tout obligatoire, ni pour l'auteur, ni pour la victime. Pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire? Ça veut dire que si à un moment donné, on est obligé de s'excuser ou de réparer, il y a beaucoup de chances que ça ne soit pas sincère, et donc c'est encore pire pour la victime. Donc le magistrat et le législateur, ils ont opté pour rendre la médiation non obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, finalement, on rencontre l'auteur, on lui propose la médiation, on voit un peu ce qu'il en pense, on rencontre la victime, on fait la même chose. Si tous les deux sont d'accord, alors ça veut dire qu'on entre en médiation et on informe le magistrat pour dire qu'une médiation est lancée. Si on a un des deux qui n'est pas d'accord, à ce moment-là, la médiation n'est pas faisable, le dossier retourne au parquet et puis le parquet prend sa décision. Le but de la médiation, évidemment, est pour l'auteur, en tout cas, de tenter avec lui de le faire prendre conscience des faits qu'il a commis, de leur gravité, des conséquences pour la victime, et ensemble, évidemment, d'essayer de trouver une façon de réparer. Réparer, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça. Donc, nous, la réparation, elle porte toujours sur deux volets. Donc un volet relationnel qui demande le plus d'implication au niveau du jeune et un volet financier qui implique lui évidemment le jeune et ses parents. Donc le volet relationnel, ça consiste en quoi? Eh bien ça reprend toutes les explications, toutes les excuses éventuelles, toute la communication qui est faite autour du fait de cyberharcèlement ici. Le volet relationnel reprend les explications, les excuses, les démarches symboliques éventuelles. Donc, est-ce que le jeune auteur a envie de montrer à sa victime sa sincérité par quelque chose qu'il lui offre? Ça peut être un cadeau, ça peut être aller travailler au bénéfice de la collectivité, ça peut être, on a déjà eu de tout, hein, on a eu des vidéos, on a eu des trucs, des constructions, des travaux manuels, donc ça peut vraiment être tout ce que la personne désire, évidemment si la victime est d'accord avec ce qui est proposé. Donc c'est vraiment la partie la plus personnelle où chacune des parties va amener d'un côté les attentes, d'un côté j'ai envie de montrer ça, et on essaye vraiment de trouver un accord qui convienne aux deux parties. Et la partie financière regroupe tous les frais réels liés à l'infraction, c'est-à-dire les frais médicaux, les frais de psychologue éventuels, voilà, tout ce qui est frais financiers, tout ce que la famille a eu à débourser suite à l'infraction subie. Au niveau de la manière de fonctionner, nous on essaie d'aborder avec les parties un cheminement en 3 temps. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on va travailler sur le passé en se disant tiens, qu'est-ce qui a mené à ce harcèlement, qu'est-ce qui chez la victime a déclenché le harcèlement de l'auteur. Donc voilà, on va essayer d'inviter les parties à communiquer là-dessus, sur qu'est-ce qui a déclenché tout ça, comment ça s'est passé. On va inviter l'auteur à donner des explications, à peut-être répondre aux questions de la victime, et la victime va pouvoir expliquer un petit peu elle comment elle a vécu les choses. Donc il y a en quelque sorte un transfert de ressenti, un transfert de vécu pour que chacun puisse se comprendre, parce qu'à notre sens il n'y a que comme ça que l'auteur peut prendre conscience de la gravité de son comportement et éventuellement essayer de l'arrêter. Enfin pas éventuellement, il faut l'arrêter. Donc ça c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, on va travailler sur le fait en lui-même, au moment même où il s'est passé. Donc là aussi, on reprend le ressenti de chacun. La victime va pouvoir expliquer ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et là, on entame tout ce qui est réparation. Quand on parle du moment présent, la discussion sur le moment présent, c'est le fait même. Donc, il y a eu un fait qualifié infraction qui est le fait de cyberharcèlement par exemple. La victime va pouvoir expliquer à ce moment-là comment elle l'a ressenti, quelles ont été toutes les conséquences pour elle, et on va travailler ça avec elle. On va essayer d'inviter la victime à sortir tout ce qu'elle a ressenti, parce que le but aussi de la médiation, c'est de permettre à la victime d'ouvrir son sac et de pouvoir un peu tout lâcher là, parce que parfois il y a des choses qui sont vraiment lourdes à porter, et donc ça va lui permettre d'avoir un espace de parole et d'être reconnue en tant que victime. Ça c'est vraiment une priorité pour nous et pour la justice en général, et ça va permettre de formuler peut-être des attentes en termes de réparation.
Et ça nous mène au troisième temps de la médiation, qui est le travail sur l'avenir. Ça veut dire si auteur et victime se connaissent, ce qui est souvent le cas dans les cas de harcèlement, comment est-ce que la victime voit la suite des choses? Tiens, si demain on retourne à l'école et qu'on se croise, est-ce qu'on fait semblant de ne pas se voir, ou au contraire, est-ce qu'on vient l'un vers l'autre, est-ce qu'on se salue, ou est-ce qu'on se nie, ou est-ce qu'on fait en sorte de ne plus se croiser? Qu'est-ce qu'on met en place pour que la victime puisse continuer à fréquenter l'école ou son quotidien de manière plus rassurante pour elle? Qu'est-ce qu'on met en place au niveau de l'auteur et au niveau de la victime? Et tout ça, on le travaille en concertation avec les uns et avec les autres. Ça veut dire que la victime va expliquer ce dont elle a besoin, ce dont elle aurait besoin pour se sentir mieux. Et l'auteur va pouvoir dire qu'est-ce qui est dans ses capacités. Parce qu'évidemment, parfois la victime attend que l'auteur déménage sur la planète Mars et disparaisse de la circulation. Clairement, ça, c'est pas possible. Donc là, on a quelque chose à travailler avec la victime de plus profond, où on va devoir lui expliquer, non, l'auteur, il reste là, il reste peut-être dans la même école, il reste peut-être dans le même club ou dans la même rue. Comment est-ce qu'on peut continuer à fonctionner ensemble, avec la possibilité qu'ils se croisent toujours, mais sans que la victime continue à souffrir de ça? Et donc, on peut mettre en sorte toutes sortes de modalités, comme ne plus passer devant la maison. Si c'est à l'école, on peut parfois travailler avec les écoles, avec les éducateurs, en faisant en sorte de mettre une certaine distance, pour autant qu'elle soit possible, ou de mettre des modalités de contact. Et parfois, nous, dans le cadre de la médiation, quand on arrive à un accord, on met une période test, donc on vérifie pendant un certain temps que les accords sont tenus, qu'effectivement tout ce à quoi l'auteur s'est engagé, on vérifie qu'il le tient, et on en rend compte au magistrat. Donc ça veut dire que dans le cadre d'une médiation, auteur et victime essayent de se mettre d'accord sur quelque chose. Une fois qu'on a un accord, évidemment, on met tout ça par écrit parce que c'est important que ça soit mis sur le papier tant pour l'auteur que pour la victime. On fait signer cet accord-là par le substitut du procureur du roi qui, par sa signature, montre qu'il adhère à l'accord, mais également qu'il le reconnaît en tant que tel, comme une solution qui est efficace. Et nous, on continue à suivre l'exécution de l'accord. Et à la fin de la médiation, on renseigne le substitut quant au fait que l'accord est respecté ou pas. Si l'accord est respecté, qu'effectivement on a remarqué une prise de conscience de l'auteur, un changement de comportement, un arrêt du comportement problématique, une tentative de réparation, enfin tout ça, à ce moment-là, la médiation peut être estimée comme ayant atteint son objectif. Si la victime nous dit que ça va mieux et que les objectifs sont atteints, le parquet va aller dans le même sens et risque peut-être de considérer la médiation comme ayant atteint ses objectifs. Si par contre on se rend compte que l'auteur ne respecte pas ses accords et qu'il a dit oui amen juste pour ne plus avoir d'ennui ou d'emmerde, selon en bon français dans le texte, et qu'il a fait tout ça pour et qu'on lui foute la paix, ça ne marchera pas parce que ça veut dire que l'accord à ce moment-là ne sera pas tenu et que nous, ça va nous être répercuté et on va le répercuter au magistrat qui à ce moment-là va reprendre possession du dossier et qui risque bien de se réorienter vers quelque chose de plus sévère. Donc quand une médiation rate, en général ce que le parquet fait, c'est qu'il renvoie vers le juge de la jeunesse parce qu'il estime que la médiation constitue une chance pour auteur et victime d'apaiser les choses. Si l'auteur y met de la mauvaise volonté ou qui ne tient pas ses engagements, à ce moment-là, le parquet va passer à la vitesse supérieure.